pour la preview de la finale des college playoffs qui opposera Alabama à Ohio State. On en parle juste après. Tout d'abord, les brèves, comme d'habitude. Eh bien, en brève, la plus grosse nouvelle, c'est Jim Harbaugh qui a rempilé du côté de Michigan. Alors, Jim Harbaugh qui était annoncé comme étant probablement partant pour la NFL. Finalement, tout a été démenti et voilà, il vient de signer un nouveau gros contrat, un beau chèque, moins payé qu'avant d'ailleurs, je crois, Arbaho. Mais on le retrouvera la saison prochaine du côté de Michigan. Bon, alors on va pas trop épiloguer là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a quelques coachs NCAA qui ont en ce moment des interviews pour coacher en NFL, dont Matt Campbell chez les Jets. Et puis, dernière petite nouvelle, je crois que toi, Gus, tu as quand même un gros coordinateur défensif qui vient d'arriver à Notre-Dame, n'est-ce pas? Ouais, il s'agit de Marcus Freeman, qui était notamment sur les tablettes de Texas et d'LSU qui a proposé un très gros salaire, mais il a décidé de rester dans le Midwest en signant à Notre-Dame pour remplacer Clark Lea, qui est parti du côté de Vanderbilt. C'était notre cible prioritaire pour cette intersaison, et c'était un des meilleurs sur le marché, donc hyper content. Eh bien, très bien. Du côté de Tennessee aussi, pas mal de problèmes, notamment pour le coach Jeremy Pruitt. Au niveau du recrutement, beaucoup de fraude, en tout cas des violations, comme disent souvent bien Des accusations. Des accusations, comme disent souvent les officiels de la NCAA. Donc voilà, il y a des investigations et puis ça risque de très mal se passer pour le programme de Tennessee. Les Volunteers qui sont en mauvaise passe. Et bien pour terminer et lancer le sujet qui arrive, nous avons eu le droit aux différents awards, récompensant aux différents trophées individuels de la saison, avec notamment déjà le Heisman Trophy qui a été décerné. Et heureusement, ce soir, je vous annonce, nous n'avons pas notre Guigui national, fan de Florida, car ça aurait été scandale. En effet, c'est Devonta Smith, le receveur d'Alabama, qui est champion du Heisman cette année. Devonta Smith, cette saison, 105 réceptions, 1641 yards, 20 touchdowns à la réception, plus un touchdown à la course. En numéro 2 sur ce classement, eh bien, c'est Trevor Lawrence, numéro 3, Mac Jones et numéro 4, Kyle Trask. Voilà pourquoi nous sommes heureux que Guillaume ne soit pas là pour s'énerver dans le micro. On te fait des bisous quand même, Guigui. Et numéro 5, Najee Harris. Les amis, avant qu'on passe aux autres awards, que pensez-vous de tout ça? Robin, notamment, je crois que tu as à intervenir sur ce trophée. Ouais, bah alors tout d'abord, faut affirmer à nouveau. Enfin, je veux dire, quand tu dis, tu as commencé par dire un peu scandale que Kyle Trask l'est pas et que ça soit Devonta Smith. Enfin, c'est pas non, désolé, je parlais pour Guigui. C'est pas un scandale. C'était l'analogie avec Guigui, c'est pour ça. Devonta Smith l'est, c'est pas du tout un scandale. Il le mérite à 100%. Ce qui est un scandale, c'est que Kyle Trask soit 4e. À quel moment un joueur qui a fait une aussi belle saison, qui a presque les mêmes stats que Burrow, si ce n'est meilleur sur à certains endroits, il soit 4e, et Trevor Lawrence en numéro 2 aussi, qui est pour moi un choix incompréhensible, mais bon, on en avait parlé. Je crois que Baptiste a une explication à cela. On avait parlé en off. Si Baptiste, tu veux pouvoir en parler un peu plus, ça serait cool. C'est pas vraiment une explication, c'est simplement une hypothèse. Je pense que pas mal de. Donc, c'est les journalistes je rappelle, qui votent pour le trophée Heisman. Je pense que les journalistes, très peu ont voté sur 2 joueurs Alabama, 1 et 2. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont mis soit Mac Jones, soit Devonta Smith en premier, et après qui ont mis un autre joueur. Et je pense que ce deuxième joueur qu'ils ont mis souvent deuxième, c'était plus souvent Trevor Lawrence que Kyle Trask. Alors effectivement, on peut regretter que Kyle Trask soit que 4e. Voilà, je pense que la comparaison avec les stats de Joe Burrow l'année dernière peuvent s'entendre, mais je pense que la différence quand même importante qu'il y a entre la saison de Joe Burrow l'année dernière et de Kyle Trask cette année, c'est que LSU était invaincu, et ce qui est pas le cas de Florida, et au moment des votes, Florida était à 3 défaites. Donc forcément, ça, qu'on le veuille ou non, ça joue dans la balance. L'année dernière, Joe Burrow a fait une saison extraordinaire au sein de peut-être l'une des meilleures équipes de l'histoire du college football. Cette année, Kyle Trask fait une énorme saison dans une bonne équipe de college football. Et je pense que la différence là, elle est quand même importante. Après, Trevor Lawrence deuxième.
voilà, c'est un joueur extraordinaire qui va beaucoup manquer au college football parce que ça fait toujours un peu de peine quand un joueur aussi talentueux part pour la NFL, parce qu'on a l'impression un peu de perdre un enfant entre guillemets quoi. Mais voilà, je pense que c'est un peu plus pour l'ensemble de son œuvre et parce que quand on va regarder dans le rétroviseur, la carrière de Trevor Lawrence c'est quand même extraordinaire. Il n'a pas d'Heisman, mais bon, je rappelle que Andrew Luck n'en a pas non plus, que Deshaun Watson n'en a pas non plus pour parler de son illustre prédécesseur. Enfin, le trophée Heisman, c'est pas une fin en soi. Voilà, on lui souhaite bien sûr le meilleur à Trevor Lawrence. Et puis, voilà, deuxième, c'est déjà très bien. Et puis, Devonta Smith le mérite 100 fois. Ça fait très bien. Enfin, ça change que ça soit pas un quarterback qui le remporte. C'est bien que ce soit un receveur. Voilà, donc Desmond Howard a un successeur. 91, hein, c'est ça son trophée, Gus, hein, si je dis pas de bêtises. C'est ça, Desmond Howard avec... pour ceux qui ne savent pas, Desmond Howard, c'est le dernier receveur à avoir obtenu le Heisman en 1991. Et il y avait, Elliot, tu vas dire les stats, mais c'était une belle saison. Ouais. Du côté de Michigan, avec 19 touchdowns à la réception et 21 touchdowns à la course. Voilà, 1165 yards à la course et 985 à la réception. Et surtout, une pause Heisman au moment où il fait un punt return, kick return, je crois, pendant The Game, et il marque contre Ohio State et prend la pause juste après. C'était un passage assez mythique. Et le même Desmond Howard qui va marquer le TD le plus long de l'histoire du Super Bowl quelques années plus tard avec les Packers contre New England. Moi, je vais donner mon avis sur ce Heisman. Alors, comme je le disais aussi en off, en fait, pour moi, si c'était pas, faut pas l'oublier. Donc, ça a été voté avant les bowls. Pour moi, si c'était pas Trask, il fallait que ce soit Smith. Ça me va très bien que ce soit Smith. Que Trask soit quatrième, Baptiste vous a apporté une explication qui est tout à fait possible. En revanche, enfin. Lawrence, qu'est-ce qu'on nous en met quoi? Lawrence, il n'a pas joué tous les matchs. Lawrence, il n'a pas fait la meilleure de ses saisons, qu'on se le dise. Alors, ça reste un niveau incomparable, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est vrai que voilà, j'aurais préféré voir Trask devant, j'aurais préféré voir Jones devant. C'est un peu le sujet à scandale de ce trophée à mon goût. Mais en tout cas, voilà, félicitations à Devonta Smith. Il a fait une saison extraordinaire. On se demandait s'il allait toujours avoir les épaules après la blessure de Jalen Waddle, parce qu'on sait que c'est plus facile de ne pas se faire couvrir par le meilleur corner en face. Il les a eus, il a tout arraché, il a même été encore meilleur, je trouve. Donc voilà, félicitations à lui. Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur l'Iceman de cette année? Non, mis à part le fait que ça amène un petit vent de fraîcheur et moi je kiffe. Eh bien, très bien. Désormais, nous allons parler des autres trophées qui ont été accordés cette année. Déjà, le Ben Narek Award, le défenseur de l'année, c'est Zaven Collins de Tulsa qu'il a eu. Félicitations à Collins, tout le monde est d'accord là-dessus? Bah moi non, enfin évidemment il le mérite au vu de sa saison, je vais jamais dire le contraire. On sait pourquoi. J'aurais bien mis Uzu Koramoah pour son simple match face à Clemson qui pour moi devait être on va dire le critère qui allait le faire le passer devant Zaven Collins, mais non, sinon ça me choque pas du tout, il le mérite totalement, c'est un gros défenseur et ça fait du bien de voir que des mecs à Tulsa peuvent gagner des récompenses aussi importantes et prestigieuses. Très bien. Au niveau du Biletnikoff Award, le récompensant le meilleur receveur, bon, c'est logiquement... Qui c'est Sans surprise. C'est logiquement Ja'Marr Chase qui sera d'ailleurs le premier receveur drafté cette année. Non, Devonta Smith bien évidemment. Au niveau du Butkus Award, eh bien là tu peux être content, Gus. Ouais, voilà, c'est le trophée de consolation, un peu comme le Depoy en NBA avec le MVP, tu le donnes au deuxième, quoi. Voilà. Donc meilleur linebacker du pays, Owuzu Koramoah. Qui vient de Notre-Dame. Mais ça, je pense que les auditeurs l'ont compris, Léo. C'est pour toi, c'est pour te faire kiffer. Voilà, tu vois, après on me dit ouais, Elio, t'es pas sympa. Ah, mais j'ai le seum, parce que j'aurais aimé qu'il ait le même trophée que Manti Te'o en 2012. Et d'ailleurs, je dois préciser que ce trophée du meilleur linebacker, c'est la 3e fois en 10 ans qu'un joueur de Notre-Dame l'emporte après Manti Te'o et Jalen Smith. 2012-2016. Donc voilà, ça montre qu'à Notre-Dame, on sait faire des très bons linebackers. Ouais.
En tout cas, qui croit avoir une petite amie, ça aussi, vous savez faire. Burlsworth Trophy, qui mérite le meilleur walk-on de cette année, qui est donné au meilleur walk-on de cette année. C'est Jimmy Morrissey du côté de Pittsburgh. Un petit mot dessus, Rob? Toi qui suivais un peu Pittsburgh cette année, je te prends au piège. Yes, absolument. Justement, Jimmy Morrissey, il était, en fait, sa récompense, enfin l'award, il récompense le meilleur joueur qui a été walk-on à un point dans sa carrière. Typiquement, il y a eu Baker Mayfield, Hunter Renfrow, il me semble. Donc voilà, c'est des joueurs qui maintenant sont sous scholarship, sont sous bourse. Et Jimmy Morrissey, il a fait une très jolie saison, je trouve. Et voilà, il est clairement, il mérite, je pense, et c'est dans la lignée. C'est un award que j'aime bien parce que c'est un peu l'underdog qui a réussi à défier tous les pronostics en jouant sans avoir de bourse. Donc voilà. Et maintenant, il a une bourse, effectivement. Eh bien, très bien, félicitations donc à Jimmy Morrissey, le Lou Groza Award pour le meilleur kicker du pays. Ça a été attribué à José Borregales de Miami, dont on connaît tous. C'est vrai que Borregales est un très bon pied depuis le début de saison. Ray Guy Award, le meilleur punter du pays, donné à Presley Harvin III de Georgia Tech. Le John Mackey Award, le meilleur tight end du pays, donné bien évidemment à Kyle Pitts. On ne présentera plus qui est Kyle Pitts. Le Davey O'Brien Award, récompensant le meilleur quarterback du pays, qui a été décerné à Mac Jones, le quarterback d'Alabama. Que pensez-vous de ça? Est-ce que Trask Lawrence ne l'aurait pas mérité? Je dis Lawrence alors que je ne le pense pas, vous le savez très bien. Voilà. Non, je sais pas. Enfin, honnêtement, c'est pile ou face. Je pense que qu'on soit très clair, le trophée le plus important, c'est le Heisman. Après le reste, c'est que littérature, j'ai envie de dire. Honnêtement, que ça soit Trask ou Mac Jones qui l'emporte. C'est bonnet blanc bonnet. Et puis là, je pense qu'on revient à ce que je disais tout à l'heure sur le Heisman. Je pense que c'est le bilan des équipes qui plaident dans la faveur de Mac Jones, j'en écoutais sur un autre podcast, et c'était assez vrai en disant que Mac Jones n'a pas fait un mauvais match tout au long de l'année. Il n'a pas fait des matchs extraordinaires comme Kyle Trask a pu le faire, mais il n'a pas fait de mauvais matchs, ou il n'a pas fait même de mauvaises mi-temps ou quoi que ce soit, ce qui a été quand même le cas de Trask. Et je pense que c'est cette régularité qui fait que c'est quand même ce qu'on attend, je pense, d'un quarterback. C'est ce qui a plaidé en sa faveur plutôt que le quarterback de Florida. Après, ça fait mal de savoir que Kyle Trask, après cette saison sur le plan incroyable sur le plan statistique, ne reçoive aucun prix. Après, moi, comme je le dirais toujours, comme le Guillaume le disait à chaque fois, c'est pareil pour Bama, cela dit. Mais Trask, on sait qu'il avait beaucoup moins d'armes. C'était quand même un calendrier all sec. Et voilà. Donc plus difficile, mais Mac Jones aussi. Hein. Oui, c'est ce que j'ai dit. Mais ce que j'ai dit aussi, c'est qu'ils n'avaient pas les mêmes armes. Mais bon, ça me choque pas que ce soit Jones, sincèrement. Ils n'ont pas les mêmes armes, mais c'est pas non plus Florida, c'est pas des feintes. Florida. Moi, non, mais je suis d'accord. Mais encore une fois, la pression de la poche, par exemple, c'est pas la même non plus. Et c'est là-dessus, on voit beaucoup de quarterbacks se rétamer, si je puis dire. Donc voilà. Il y a aussi d'autres facteurs, je pense. Mais bon, après, ça me choque pas que ce soit Mac Jones. Il n'y a pas de souci. Énorme saison, et puis on n'oubliera pas. L'Outland Trophy qui est décerné aux meilleurs intérieurs defensive line ou aux meilleurs intérieurs line. C'est Alex Leatherwood d'Alabama qui l'a eu. Tout va bien. Je crois que Gus, tu avais quand même une petite revendication tout à l'heure. Je vais pas dire qu'il le mérite pas, mais bon, quant à tous les joueurs de Bama, dont London Dickerson, bon, je te spoil, qui a eu le prix du meilleur centre. Pour moi, tu dois le donner à d'autres mecs, quoi. Je pense notamment à Darius Steele à West Virginia, Darius Steele, pardon, à West Virginia, qui a été incroyable, et à Davion Nixon d'Iowa. Je pense que c'est des joueurs qui le méritaient plus, mais encore une fois, c'est à l'image en fait de tous ces prix, il n'y en a aucun qui est choquant. Et puis il est tackle, quoi. Enfin, pour moi, c'est pas de la ligne intérieure, mais bon, après
Là, pareil, on Le joue sur les dernier, mots, quoi. le dernier tackle, enfin le dernier lineman victorieux du Outland, c'est Penniswell. Donc il était tackle aussi. Ouais, non, mais c'est pour ça que, enfin, c'est Penniswell, pareil, quoi. c'est littéralement le meilleur tackle. C'est un left tackle. Ouais, c'est ça, c'est un left tackle, mais c'est le meilleur joueur de ligne offensive, toutes positions confondues. Donc je pense qu'ils lui ont donné pour ça. Et pareil pour les Leatherwood cette année, qui était le meilleur encore. Non, moi j'aime bien le tackle de Northwestern justement. Ouais, un peu. Rashan Slaughter. Ouais, c'est ça. Je trouve justement que c'est un peu le donner pour le donner pour son nom. Très bien, très bien. Le Remington Award, donc du meilleur centre qui a été décerné à Landon Dickerson d'Alabama. Le Jim Top Award, ouais. 2 secondes. Non, mais c'est pas Rashan Slaughter qui l'a gagné. Rashan Slaughter, c'est celui qui a opt-out. T'as confondu, Robin. Je pense qu'on a dû le confondre 3 ou 4 fois Oui, pardon. cette saison. C'est l'autre dont j'ai oublié le nom. Je crois que c'est Valentin qui l'aime beaucoup. Faudrait que je le retrouve. En attendant, Elio, Skonski, Parce que si le mec il a opt-out, il chope des trucs quand même. Ouais, Skoronski. Skoronski, oui. voilà. Ah, tu vois, regarde quelle trace qu'il a pas opt-out et il a chopé juste un truc, c'est le seum. Donc voilà. Il est belge. Pas mal. On avait la possession. Il a pas eu le Covid. Il avait les stats. Vas-y, à toi, Elio. Pour reprendre, le Remington Award qui a été donc donné au centre d'Alabama, Landon Dickerson, comme on l'a dit précédemment. Le Jim Thorpe Award, l'année qui a été attribué à Trevon Moehrig, le safety de TCU. Moehrig considéré quasiment comme le meilleur safety de la prochaine draft. Vous êtes tous d'accord là-dessus? Moi, j'aime bien l'idée. J'aurais quand même bien aimé un petit Brandon Joseph, le DB de Northwestern, qui a été celui avec le joueur avec le plus d'interceptions cette saison et qui est un freshman en plus. Voilà. Mais qui est le seul freshman consensus All-American de cette année. Très bien. Et puis le dernier trophée, le Doak Walker Award, donc, qui est décerné au meilleur running back. C'est à Najee Harris cette année. On savait que ça allait se jouer entre Najee Harris et Travis Etienne, mais c'est vrai qu'Harris. Non. Moi, justement, je suis pas d'accord, Elio. Moi, je pense que c'est Brice Hall qui méritait de gagner cet award pour le simple fait qu'il a porté l'attaque d'Iowa State, qui a réalisé une magnifique saison sur ses épaules, alors que Najee Harris, bien qu'il soit exceptionnel, attention, je retire rien à Najee Harris. À côté de lui, tu avais Mechie, Mac Jones, une ligne offensive de malade, et Devonta Smith. Tandis que Brice Hall, il était un tout petit peu plus seul, et pour moi, c'est le running back qui méritait de gagner cet award. Pour terminer là-dessus, moi, ce que je te dirais, c'est qu'Harris, j'adore, dans le sens où il sait aussi catcher beaucoup les ballons et que c'est tellement une double menace, ce running back. J'adore Hall, tu le sais très bien, on en a parlé tout au long de la saison, mais c'est vrai que Najee Harris, c'est exceptionnel, quoi. Le type, tu peux tout faire avec lui. C'est ça, je pense, qui a été sa force dans la désignation du vainqueur de ce trophée. Bon. Après, c'est vrai que voilà, un Brice Hall, un Travis Etienne, Après, je pense que Brice Hall, il a encore, il est que sophomore, donc il a encore le temps de le gagner. Et c'est peut-être pour ça qu'ils se sont dit, on va lui donner l'année prochaine s'il fait toujours une bonne saison. Alors que Najee Harris, on sait qu'il part à la draft. Peut-être, j'essaie de trouver une explication. En tout cas, les trois mérités, que ce soit Etienne, Brice Hall ou Najee Harris, ils méritaient, je trouve, les trois. Donc si ça avait été Brice Hall, ça m'aurait pas choqué. Si ça avait été Etienne, ça m'aurait pas choqué parce qu'Etienne, il a quand même cassé le record du nombre de touchdowns d'affilée en NCAA ou en ACC, un truc comme ça. C'était quand même pas mal. Il a plein de records, donc il aurait potentiellement pu le gagner, mais ça m'aurait pas choqué. Je pense que là, c'était vraiment peu importe qui aurait été choisi, on aurait été content, je pense. On aurait été satisfait. Très bien. Et bien maintenant, nous allons passer à la preview de la finale des college playoffs, les amis. Avant tout, j'ai complètement oublié de vous dire en début d'épisode et je m'en excuse, mais n'hésitez pas à aller voir écouter notre dernier épisode, mais surtout aller le voir sur YouTube plutôt parce que c'est mis en visuel. On a eu la chance d'interviewer
eh bien, le futur cornerback de la draft à Israël Mukuamu, qui était à South Carolina cette année. Voilà, on a eu la chance de l'interviewer lui et sa famille, donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis on vous balance aussi, on vous balancera sur The Trick Play son site, car il a créé une ligne de vêtements qui sont pas mal du tout, qu'on aime bien. Donc voilà, vous pourrez aussi aller voir sa gamme de vêtements. Tout de suite après cet instant pub, eh bien, nous allons passer donc à la finale des playoffs qui se déroulera du côté de l'Hard Rock Stadium de Miami, là où jouent les Dolphins. Lundi soir, dans la nuit de lundi à mardi à 2h du matin, heure française, qui opposera Ohio State face à Alabama. Alabama qui sont donnés à 62,5% vainqueurs. On va vous donner les clés du match avant tout. Pour vous, les amis, que pensez-vous qu'est-ce qui peut être décisif dans ce match? Voilà. Qu'est-ce qui peut changer la donne d'une part ou de l'autre entre ces deux équipes? La capacité des cornerbacks, dont Sean Wade qui a dit qu'il voulait défendre sur Devonta Smith, donc leur capacité à arrêter le jeu à la passe du Crimson Tide. Parce qu'on voit bien depuis le début de la saison que c'est la grande force de Bama, et toutes les équipes qui ont essayé de se mettre en travers de cette attaque à la passe ont eu bien du mal. Je pense notamment à Georgia ou à Notre-Dame il y a encore peu. Et on a l'impression, au fil des matchs, au fil des minutes, des cartons, que tu ne peux rien faire. Et au moment où tu arrives encore un petit peu à limiter cette attaque à la passe, et t'as Najee Harris qui rentre en jeu, mais ça c'est un autre débat. Ouais, Robin. Alors, moi justement, ça va parler un peu de Najee Harris, mais plutôt du poste de running back en question, et de voir la performance que va arriver à faire la ligne offensive d'Ohio State contre la ligne défensive de Bama. Clairement, le duel à distance Najee Harris, Trey Sermon, ça va être un super beau duel. Et si Ohio State n'arrive pas à courir sur Alabama, ça va vraiment poser des difficultés à Ohio State, puisqu'on sait que les meilleurs matchs qu'ils ont fait, c'est quand ils ont réussi à courir hyper fort. Et autre clé du match, je ne sais pas si je spoil quelqu'un d'autre, mais ça va être plutôt la santé de Justin Fields. On sait qu'il était, a priori, il a bien réussi à terminer le match, mais comment dire, Alabama, ça tape fort. Si jamais ses côtes, il a toujours mal aux côtes, ou on ne sait pas exactement ce qu'il a. Mais s'il n'est pas prêt à 100% et qu'il a vraiment du mal, ça peut être compliqué pour Iowa State. Donc je dirais plutôt la santé de Justin Fields et encore une fois la mise en place du jeu de course d'Ohio State. Bon, alors moi déjà, je vais faire mon gros mea culpa. Alors vous savez que j'ai pas été hyper emballé par cette saison. Je l'ai beaucoup tweeté, je l'ai beaucoup répété lors du podcast. Mais je dois avouer que je suis hyper excité par cette finale. Moi, le premier, je pensais qu'on allait se retrouver avec un Alabama-Clemson épisode 5, si je dis pas de bêtises, et que ça allait me faire chier de devoir, entre guillemets, devoir regarder ça. Mais là, je dois avouer que Ohio State, après sa performance contre Clemson et Bama, qui est quand même l'équipe à battre et qui est pour moi l'équipe la plus forte cette année, ça donne une confrontation qui est hyper excitante à regarder. Donc voilà, donc je vais regarder cette finale avec grand plaisir. Et voilà, donc je fais mon mea culpa sur cette saison 2020 qui avait très mal débuté, mais qui finit, je trouve, avec, à mon avis, les deux meilleures équipes qui se rencontrent, et ça, c'est quand même cool. Pour moi, la clé du match, ça va être plutôt du côté de la défense d'Ohio State et plus principalement de la defensive line. Parce que on a bien vu que Mac Jones n'a jamais été embêté. Alors, l'offensive line de Bama est tellement forte qu'il n'a jamais été embêté tout au long de la saison, notre ami Mac Jones. Et là, je me dis que pourquoi pas. Alors, comme vous vous souvenez, j'en avais parlé en disant qu'il y avait plus les frères Bossa, il y avait plus de Chase Young lors de la défense de Ohio State, et donc il y avait peut-être forcément moins de force. Mais il n'empêche que je pense que cette défense-là, elle est quand même pas si mal que ça. Il y a les deux tackles là qui sont plutôt cool, Garrett et Togohai, qui ont fait une grosse demi-finale, qui sont impressionnants. Il faut quand même qu'on le dise. Et je pense que
Ouais, c'est effectivement des beaux bébés. On n'a pas trop parlé cette saison et je fais mon mea culpa aussi là-dessus. Et s'ils arrivent à un peu foutre le boxon euh, dans cette intérieur de la ligne offensive de Bama, ce qui est peut-être allez, le petit point faible de l'OL. Je ne sais pas si le center de titulaire va être de retour, mais si c'est le remplaçant, alors encore une fois, ça va être un 5 étoiles, il n'y a pas de souci Non, là-dessus. non, sa saison, elle est terminée. Hein. Ouais, bon voilà, j'étais plus sûr, mais en tout cas, c'est peut-être là que ça va se jouer. Et si les deux tackles d'Ohio State arrivent à embêter Mac Jones, peut-être que ça fera la différence. Parce que d'un côté ou de l'autre, je vois pas les corners arrêter les receveurs, que ce soit Chris Olave ou Devonta Smith. Je pense que vu le schéma offensif des deux côtés et vu le rôle que Wade a actuellement d'Ohio State, je les vois pas ni d'un côté ni de l'autre arrêter les receveurs. Donc voilà, donc je pense que ça sera dans les tranchées, hein, comme on dit, que la bataille se gagnera. Mais je pense que ça sera plus serré qu'on ne pourrait le penser. Et ouais, Gus. Il faut parler de la ligne offensive d'Ohio State et de Trey Sermon. Oui, clairement. Est-ce que cette ligne offensive va réussir à mettre Ewan et Barmore hors d'état de nuire, on va dire? Et moi, je pense que c'est largement possible. On a bien vu le match face à Bama. Bon, après, vous allez me dire, c'était des freshmen en face avec Brian Breeze, Miles Murphy, qui sont des joueurs incroyables. Mais contrairement à ce qu'a dit Robin avant, moi, je pense que Ohio State n'a pas intérêt à aller dans cette direction, bien que ce soit, on va dire, comme l'a dit Robin, une des clés du match, parce que les cornerbacks de Bama, pardon, je perds mon latin, mais les cornerbacks de Bama ne sont pas du niveau de Chris Olave, qui est pour moi trop sous-coté, que ce soit dans les discussions de la draft ou dans les discussions pour être le meilleur receveur du college football, et que Justin Fields, s'il nous sort un match en nous lançant encore des bombes comme il a su le faire face à Clemson, et bah, c'est clairement dans cette direction que Ohio State doit aller pour espérer gagner, parce que je considère que face à Bama, il faut espérer gagner et pas chercher à gérer le chrono, à faire un match dans les tranchées. C'est que par le talent, c'est que par des phases où Justin Fields va pouvoir te lancer 3 touchdowns en un quart temps, en te lançant des trucs de malade dans des fenêtres hyper tight. Et bien que ce soit leur force, en gros c'est ça ma conclusion, bien que la ligne offensive et que leur jeu à la course soit une force, il faudra pas trop l'utiliser parce que Bama aura les armes avec Christian Harris en run stopper ou Barmore pour arrêter ce jeu à la course et gagner le ballon dans la foulée et aller marquer en quelques dizaines de secondes. Donc pour moi, l'objectif, c'est d'abuser du jeu à la passe. Enfin, la clé, c'est d'abuser du jeu à la passe malgré les forces au niveau de la O-line sur le run game. Alors, moi, je dirais, je suis assez d'accord avec toi pour le dire qu'il faut quand même pas oublier le jeu à la passe. Évidemment, on est d'accord, mais attention, il y a des cas de Covid et l'année dernière, lors de la demi-finale, il y a eu il me semble qu'il y a quelques joueurs qui n'ont pas joué à cause du Covid contre Clemson, si je dis pas de bêtises. Et là, il y a des cas de Covid dont on ne sait pas qui c'est. Ça se trouve, il y aura des receveurs du côté d'Ohio State qui auront le Covid ou qui seront contact tracing. Attention à voir s'il n'y a pas justement des grosses stars absentes comme Chris Olave qui n'avait pas joué le match contre Northwestern. Il me semble que c'était Chris Olave ou c'était l'autre. C'était ça, c'est Olave. Ouais, parce qu'il y a. Bref. Mais attention à voir si du côté d'Ohio State, qui ne savent pas maîtriser leur pandémie, à voir si c'est pas Chris Olave ou si des autres joueurs comme ça. Et oui, non, après, comme tu l'as dit, c'est pas la plus grande force de Alabama, le jeu contre la passe, mais bon, ils ont quand même des corners plutôt pas mal. Enfin, Patrick Surtain, c'est pas un peintre. Hein, c'est pas un tank, mais j'ai vu une stat passer sur le fait que Alabama a du mal à défendre les très longues passes. Alors contre le Miss ça a été le cas par exemple et contre Florida ça a été le cas. Donc je pense que le plan de jeu de Ohio State ça va être de lancer, alors peut-être pas du four vertical ça, mais en tout cas de chercher des Olave et Wilson relativement loin dans le backfield défensif. Donc
à mon avis, on va être là-dedans. Mais bon, après, à voir comment Alabama va changer aussi son plan de jeu défensif. Mais de toute façon, je pense qu'on va arriver à un score relativement élevé à la sortie. Hein. Ça serait pas étonnant que ça finisse sur peut-être un 40-35 ou dans ces eaux-là. Après, moi, cette équipe d'Ohio State, elle me fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup penser à la dernière équipe d'Ohio State qui a été championne nationale, celle de 2014-2015, notamment au poste de running back où Trey Sermon fait une fin de saison à la Ezekiel Elliott. Alors pour rappel, Ezekiel Elliott avait fait une saison correcte. Et à partir de la finale de la conférence Big Ten je crois que c'était contre Wisconsin, il avait accumulé plus de 700 yards sur les 3 derniers matchs. Donc contre Wisconsin, contre Alabama en demi-finale nationale, puis contre Oregon en finale. Et Trey Sermon est en mesure tout à fait. de les battre. Tu n'es pas obligé de parler de la finale. Hein. Je suis désolé, ouais. je suis désolé, Rob. Mais voilà, il y a un peu ce côté, cette équipe est lancée vers son objectif, c'est-à-dire c'est gagner un titre national, et on a l'impression qu'il n'y a rien qui peut les arrêter. En fait, ce match contre Ohio State, moi, ça m'a donné cette impression-là. Alors après, la question c'est de savoir, est-ce qu'ils n'ont pas fait le match parfait un poil trop tôt, et est-ce qu'ils arriveront à sortir une performance du même calibre contre Alabama, parce qu'il va falloir faire ça, quoi, tout simplement, parce que Alabama est quand même d'un autre tonneau, je pense, que Clemson. La question va être là, est-ce que Ryan Day va être capable de motiver autant ses joueurs et de sortir un plan de jeu aussi parfait que comme il a sorti contre Clemson? Je sais pas, à voir. Et justement, tu disais, tu parlais des deep passes. Justin Fields, on l'a vu contre Clemson et tout au long de sa saison et de sa carrière, il envoie des missiles à 60 yards placés presque à la perfection. Donc, si jamais il y a du mal, si jamais il décide de jouer dans le deep, ça peut vraiment causer des problèmes à Alabama. Et c'était ça la clé du match contre Notre-Dame, justement. J'ajoute juste ça vite fait, justement, par rapport au match face à Notre-Dame, mais les safeties d'Alabama sont des freshmen. Hein. Malaki Moore, donc certes ultra talentueux, c'est pas la question, mais c'est des joueurs qui peuvent manquer d'expérience sur ces phases de jeu, surtout quand tu te retrouves face à un Chris Olave. Et justement, la clé du match, la chose qui nous a tout le monde dans le podcast un peu choqué, entre guillemets, dans le match Alabama-Notre-Dame, c'est la capacité à Bama de marquer en 1 minute 30, alors que Notre-Dame, ils doivent se battre pour chaque centimètre et ils marquent sur des drives de 5-6 minutes parce qu'ils doivent réussir toute leur troisième tentative. Là, si Ohio State va un peu, œil pour œil, dent pour dent avec Alabama au niveau des choses rapides, enfin de marquer rapidement, ça peut, comme Baptiste le disait, avoir un score hyper élevé. Et aussi de faire douter Alabama, parce que je pense qu'Alabama, ils ont jamais été inquiétés réellement, à part, ok, on va le donner à Guigui, mais ils n'ont pas été réellement inquiétés contre Florida. Ils ont eu plus de mal contre Florida, mais ils n'ont jamais, je pense, imaginé perdre contre Florida. Et là, s'ils commencent à être menés ou s'ils commencent à être justement un peu mal menés au niveau de la deep pass et au niveau du score, de se rendre coup pour coup au niveau du score, ça peut potentiellement les faire douter et là rentrer en jeu dans la tête d'Alabama. Robin m'a totalement devancé sur ce que je voulais dire. En fait, c'est sa dernière minute là. C'est exactement ce que je souhaitais dire. Non, au contraire, tu me fais le boulot, frérot. Merci. Mais les Bills sont qualifiés en playoff. Ce que je voulais rajouter, c'est vis-à-vis des cas de Covid. Ils avaient un backup plan. Je crois que c'était déplacé la finale d'une semaine ou quelque chose comme ça. Là, quand il a commencé à y avoir des rumeurs comme quoi il y avait quelques cas de Covid du côté d'Ohio State, je pense sincèrement que si c'était des cas en tout cas qui auraient atteint des gros joueurs, ce plan de repli, de repousser la finale aurait été mis en place. Pour l'instant, c'est pas le cas, donc c'est que ça devrait tout de même aller. Après, c'est vrai qu'il faut voir qui sera éventuellement absent. Mais voilà, vous avez tout résumé. Moi, je vais pas en rajouter. Justement, j'aurais plus à parler sur la rubrique suivante de ce match, qui sont les joueurs du match. Personne à rajouter pour les clés du match? Tout va bien?
Non, alors c'est pas vraiment en soi, c'est pas vraiment une clé, mais plutôt une remarque générale sur les Buckeyes. Alors on sait que c'est des programmes qui recrutent, enfin Alabama, Clemson, Ohio State, c'est des programmes qui recrutent très bien, mais ils ont pas mal de joueurs qui sont seniors ou qui vont partir en NFL, les Buckeyes cette année. En dehors des mecs qui vont être draftés, hein, il y a pas mal de gens qui, notamment au niveau des postes de linebacker, c'est un peu une année un peu charnière pour eux, c'est-à-dire que je pense ils seront loin d'être favoris l'année prochaine pour le titre et que ce groupe de seniors voilà, et de juniors voudra partir avec le titre et je pense que ça va les surmotiver pour remporter le titre national. Ryan Day en début de saison avait parlé d'une équipe peut-être la plus forte qu'il ait coachée et once in a lifetime je crois qu'il avait dit ou un truc comme ça et à l'époque on avait dit bon quand même Ryan exagère pas trop, mais en fait je pense qu'avec le recul on va se rendre compte que cette équipe d'Ohio State était hyper talentueuse à tous les points de vue. Je pense qu'il y a plein de joueurs de complément qui finiront pas forcément starter à NFL, hein, c'est pas la question, mais qui ont été des super joueurs de college football. Et s'ils gagnent pas ce titre cette année, je pense que la traversée, ça sera pas une traversée du désert, hein, c'est pas vraiment le terme. Une gueule de bois un peu. Ouais, je pense, ouais. Après, quand il dit le meilleur programme, enfin la meilleure équipe qu'il ait connue, certes, Ryan Day, il me semble qu'il coachait pas. Il était déjà assistant coach en 2015 ou pas? Non, Parce je crois que, pas. Il est arrivé après. Il y avait Tom Herman, il est coordinateur ouais. défensif. Je pense qu'il a dû arriver en 2016 ou 2017, je dis pas de bêtises. Parce que l'équipe de 2015 d'Ohio State, ça c'est du talent. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Pour ceux qui savent pas, allez vous renseigner. Mais l'équipe du titre contre Oregon en 2015, c'est pour ça que ça me fait mal au cœur de perdre cette finale. Mais ça joue en NFL, hein. Mais ça joue en NFL, tu vois. En fait, il y a en tout cas, les 22 titulaires ont été draftés en NFL. Et il me semble qu'il y a aujourd'hui 27 ou 28 mecs, parce qu'il y a eu des UEDFA, etc., qui sont en NFL de l'équipe 2015 d'Ohio State. Donc, pour vous dire du talent, c'était limite un peu même un meilleur talent que LSU 2019. Et c'est pour ça que ça me fait plus mal au cœur. On en parlait en off juste avant l'épisode. Ça me fait plus mal au cœur d'avoir perdu la finale 2010 contre Auburn, avec Cam Newton notamment, que d'avoir perdu la finale 2015 parce que c'était vraiment une équipe talentueuse. Il y avait Ezekiel Elliott, Michael Thomas, il y avait du lourd. Marshall Latimore en défense. Enfin, c'était un scandale le talent qu'ils avaient. Ils avaient de la profondeur de banc à n'en plus savoir quoi en faire. Donc le jeu que Ohio State cette année soit la meilleure équipe de Once in a Lifetime, je pense pas, mais ok, donnons-lui peut-être. Oh ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, pour terminer là-dessus, franchement, ceux qui étaient là cette saison-là, ceux qui n'ont pas été draftés, c'est que vraiment il y avait un problème, quoi. Il y avait un problème. Et c'est littéralement toute l'équipe qui était draftée, c'était incroyable. Et on vous invite à aller voir les drafts 2016 et 2017. Sinon, on pourra parler de Florida State 2013 aussi. Enfin bon, ça, Oui. on pourra faire des épisodes si vous voulez sur les meilleures équipes universitaires de tous les temps. Mais voilà, mais c'est vrai que comme dit Robin, cette Ohio State 2015, qui est 2014-2015, enfin les 2 années là, c'était extraordinaire. Avec le meilleur PNFL, Cardale Jones. Ouais, Cardale Jones qui est arrivé quand Braxton Miller s'était blessé, ensuite il y avait JT Barrett, enfin bref, c'était quand même... Il y avait du drama là quand même. Ouais, c'est vrai. Les joueurs clés de ce match, je vais démarrer si ça ne vous dérange pas, messieurs. Eh bien, simplement, moi déjà, je vais donner un nom, encore une fois, le nom que je donne tout le temps. Vous allez dire, ouais, il rabâche, mais c'est Justin Fields. Justin Fields, c'est simple. S'il nous refait un match comme il a fait le week-end dernier face à Clemson, et ben Ohio State, ils ont quand même de bonnes chances de gagner. Sincèrement, il a été quasiment parfait. Il se mange qu'une interception, mais sinon tout le reste, c'est parfait. S'il fait des deep balls, vous en parliez tout à l'heure, voilà, comme quoi Alabama pourrait avoir plus de difficultés face aux ballons longs dans le backfield. S'il fait les mêmes que face à Clemson, oui, en effet, Bama vont avoir des difficultés. Encore une fois, Olave, il faut qu'il soit en forme, mais il le sera. Garrett Wilson, on oubliait aussi Julian Fleming, qui peut être une arme dangereuse, le freshman. Au niveau du running game, alors la dernière fois, il n'y avait pas Master Teague. Peut-être qu'il sera là, mais Master Teague peut être une bonne arme. Et puis, il y a, comme l'a dit Augustin, Trey Sermon, qui est tout simplement exceptionnel depuis son match face à Northwestern, qui ne s'arrête pas. Donc,
Franchement, l'attaque d'Ohio State, c'est tellement un bulldozer. Et je pense que si Justin Fields est en phase avec tout ça et est maître de la symphonie, bah pour moi, on en parlera après, mais il y a quand même de grandes chances qu'Ohio State puisse remporter ce match. Après, il faudra de la bonne défense. Hein. Justin Hilliard, il faut qu'il garde son niveau de ses derniers matchs aussi. L'ancien 5 étoiles, le senior d'ailleurs, qui a, je pense, tout approuvé maintenant avant l'éventuel draft pour lui, avant un éventuel pick pour lui. Il y a Pete Werner aussi, l'autre linebacker. Donc un bon corps linebacker. Encore une fois, Sean Wade peut être le point faible. On le verra. Tout le monde l'attend au tournant et il le sait de toute manière. En face, du côté de Bama, voilà, on va pas vous les présenter. Hein. C'est Devonta Smith, Mac Jones, Najee Harris. Ça va être le trio. En fait, c'est un peu un trio face à un autre trio, on va dire, au niveau de l'attaque. Et comme l'a dit Baptiste, je pense que c'est des joueurs qui peuvent faire donner un score assez élevé, quoi. Et voilà. Mais pour moi, vraiment, le joueur clé de ce match, c'est Justin Fields. Et c'est lui qui va sûrement décider de l'issue de ce match. Parce que Mac Jones, il peut marquer un touchdown. Mais Fields, s'il marque un autre touchdown derrière, et ainsi de suite, ainsi de suite. Je vois plus Jones craquer un moment parce qu'il y a quand même une bonne interior D-line du côté d'Ohio State non, j'arrive plus à parler. Je vois plus Jones craquer à cause de la D-line d'Ohio State que Fields. Alors, Alabama a une très bonne D-line, je suis d'accord, mais c'est vrai qu'il y a aussi du gros gabarit devant Fields. Hein. Il y a Nicolas Petit Frère. C'est Nicolas, je crois. Ouais, c'est en tout cas petit frère. Il y a surtout Wyatt Davis qui est juste devant Fields. Enfin, s'il est moins sous pression, voilà, je pense que Fields peut être le leader de ce match. Et puis en plus de ça, Alabama, est-ce qu'Alabama vont un peu flancher, sachant que c'est la première fois, j'ai oublié de le dire sur la première rubrique, mais c'est la première fois, comme le disait Augustin, je crois que Bama affronte une équipe telle qu'Ohio State cette saison, tout simplement, voilà, sans enlever le crédit à Florida. Non, c'est Robin qui le disait, sans enlever le crédit à Florida. Sincèrement, je pense que Ohio State peuvent le faire. Si Fields est là, je l'ai répété 10 fois, mais 10 fois, voilà, va falloir l'imprimer. Je suis désolé. Toi, Augustin, que veux-tu dire sur ces joueurs clés? Désolé. Moi, j'ai deux clés. Ça sera le duo de. Déjà, la première clé, ce sera le duo de tight end Ruckert et Farrell. C'est ça, il me semble. Elio, tu me confirmeras. Tout simplement parce que je pense que c'est le gros défaut de la défense de Bama, défendre les tight ends. On l'a vu avec Michael Mayer qui était à Notre-Dame lors du match contre Notre-Dame et face à Kyle Pitts contre Florida. Les linebackers ont beaucoup de mal à les défendre. Et ce sont deux bons tight ends. Et je pense que c'est vraiment là où il va falloir appuyer. Et pour moi, la deuxième clé du match, c'est Sean Wade. Il déçoit clairement cette année, Sean Wade. Mais ça reste un très bon joueur. Il nous l'a montré les années précédentes. Et là, il a l'air d'être vraiment chaud sur ce match. Il a des choses à se prouver à lui-même déjà, à son équipe et aux scouts NFL. Donc moi je le vois bien sortir le match de sa vie face à Devonta Smith et s'il y arrive, ça peut vraiment être le facteur X de ce match. Très bien, Robin, Baptiste. Vas-y, je vais donner mes deux joueurs vraiment à suivre. Ça va être le duel, enfin tout le monde en parle et ça va être le duel Devonta Smith-Sean Wade qui va être hyper intéressant. Sean Wade, c'est plutôt un cornerback intérieur, un peu un nickel. Et il a vraiment du mal cette année à l'extérieur. Donc l'arrière défensif d'Ohio State, c'est plus ce que c'était. Enfin, on a connu des stars. Et là, c'est un peu plus léger. Et Devonta Smith, il sort d'Heinz-Mine et il va, à mon avis, avoir envie de manger du Sean Wade dans le match. Et mon deuxième joueur à suivre, ça va être Trey Sermon. Baptiste en parlait un peu. J'espère que je te coupe pas l'herbe sous le pied, pardon, Baptiste. Mais à voir s'il nous fait une Ezekiel Elliott à sortir des matchs et des stats sur les trois derniers matchs, donc finale de conférence, demi-finale et finale nationale. À voir si sur les trois derniers matchs, il va pas nous sortir une dinguerie encore une fois. Donc voilà, moi je pense que ces deux gros joueurs, ça va être le duel Sean Wade, Devonta Smith, et ensuite Trey Sermon, et pourquoi pas aussi avec un duel de coaching staff. Mais je vais rien. On est d'accord pour dire que Nick Saban c'est le GOAT NCAA, mais Ryan Day c'est pas un branquignol non plus, et à voir comment ça va se passer au niveau du duel de coaching
Et surtout au niveau du play calling, on sait qu'il y a des play calling du côté d'Ohio State qui sont très très bien pensés. Alabama, c'est plutôt du bien exécuté et du bien pensé, évidemment. Enfin, c'est Nick Saban. C'est plutôt de la bonne exécution, alors qu'Ohio State, c'est du bien pensé aussi. À voir sur ce duel de coaching et comment ça gère les fins de match, si c'est bien géré s'il va bien savoir gérer la fin de match Ryan Day. Voilà. C'est vrai qu'on oublie souvent que c'est deux très gros coachs qui s'affrontent. Ouais, tu fais très bien de soulever le point, Rob. Batou. Non, moi j'ai pas vraiment de choses à rajouter. Je pense que l'homme clé, ça va être Sean Wade. Je pense, je suis assez d'accord avec Gus parce qu'il fait pas une très bonne saison. Hein. De toute façon, je pense on l'a assez répété par rapport à son pédigré, à la place sur laquelle il a attendu à la draft, etc., etc. Et s'il a bien un match pour rattraper tout ça, c'est bien maintenant. Mais je suis tout à fait d'accord avec Rob. Je pense que ça va être un duel de coach. Et, et Ryan Day avait excellemment bien préparé son équipe face à Clemson. Alors j'avais, d'après les experts d'Ohio State que j'ai lu à droite à gauche, il avait un peu changé de défense avec des linebackers un peu plus excentrés par rapport au terrain et principalement un cover 3 en défense, voilà, pour les spécialistes. Voilà, à voir s'il arrive à modifier, si Render arrive à modifier son jeu défensif par rapport aux forces d'Alabama. Après, voilà, on sait que Nick Saban, c'est le genre de mec qui est capable de taper un autre sidekick en finale nationale. Voilà, donc c'est le plus grand coach de l'histoire NCAA sans faire injure à Lou Holtz, à Bear Bryant, etc., etc., mais dans un climat de NCAA qui est de plus en plus compétitif. Ce qu'a fait Nick Saban au sein d'Alabama le classe pour moi au firmament des coachs de ce sport-là. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un match hyper excitant, comme j'avais dit au départ, hein, parce que c'est deux équipes hyper talentueuses, c'est deux coachs hyper talentueux aussi. Je pense que Nick Saban aura à cœur de montrer que il est toujours là, et Ryan Day aura à cœur de montrer que c'est peut-être lui le futur Nick Saban, on ne sait pas, hein, mais il est quand même relativement jeune, il est au moins peut-être du programme le plus important de l'histoire du college football. Donc voilà, donc je pense que ça va être hyper intéressant et voilà, ça reste un sport, c'est peut-être le sport le plus qui dépend le plus du coaching, hein, si on peut comparer avec, je sais pas, notre foot à nous, ou même la NFL. Je pense que les coachs ont une part prépondérante dans un succès d'un programme. Et là, on a deux coachs extraordinaires, donc je suis hyper emballé par ce qu'ils peuvent nous préparer pour la finale. Donc plus que des joueurs, je pense que c'est qu'est-ce qu'ils vont nous sortir lundi soir. Eh bien, très bien. Gus, tu voulais rajouter quelque chose? Non, pas du tout. Ah d'accord, très bien. J'ai eu la petite main, c'est pour ça. Eh bien, après cette rubrique joueur, nous allons terminer par la rubrique score. Donc voilà, un peu difficile quand même à évaluer ce match. Comme ça a été dit, ça sera très serré. En même temps, il risque d'y avoir du score. Pour ma part, eh bien, écoutez, je vais essayer de défier un peu les pronostics et de donner la victoire à Ohio State avec un... Oh là là, allez, un petit 42-35. Ouais, 42-35 ou 42-38, quelque chose comme ça, voilà. Moi, je vais aller pour Bama pour deux facteurs, je pense pour deux facteurs dans ce choix-là. C'est que je pense que les Buckeyes avaient envie plus que tout de battre Clemson plutôt que d'être champion national. Et que ça s'est ressenti lors du match précédent et qu'ils ont sorti le match parfait un peu trop tôt. Là, on vient de voir que les Bills, au moment où on enregistre le podcast, c'est Bills Colts, c'est un parallèle un peu intéressant avec les Bills qui avaient sorti le match parfait. Je sais plus quand ils avaient fait leur série de 4 Super Bowl, je sais plus quelle année, ils avaient sorti un match absolument parfait en finale de conf avant de perdre contre les Cowboys, je crois. Et je pense que ça va être un peu le cas d'Ohio State, c'est qu'ils ont sorti le match parfait contre Clemson. Et là, Alabama, la marche est un poil plus haute et je pense qu'ils vont se ils vont se, bah, ils vont se prendre les pieds dans la marche, pardon. Donc je vais dire Alabama et parce qu'il y a un peu plus de talent en défense du côté d'Alabama que du côté des Buckeyes et je pense que c'est ça qui fera la différence en fin de compte parce qu'offensivement les deux équipes se valent à peu près.
du playmaker. Mais niveau défensif, je mets un peu Bama un peu devant. Donc je vais dire Alabama, mais allez, un field goal, allez, remporter, ça serait beau quand même que Alabama, avec les difficultés qu'ils ont avec leur kicker, qui remporte un championnat national avec un field goal. Augustin? Moi, je mettrais victoire d'Alabama de plus d'un touchdown. Voilà. Malgré le fait que je pense que Ohio State va vraiment bien se défendre et que ils arriveront pas à Miami en tant que victime. Et moi, je vais prédire un match un peu moins serré que vous. Je vais donner victoire d'Alabama d'une dizaine de points. Je dirais 9 points d'écart environ, un field goal et un touchdown non converti. Pour les 9 points d'écart, je dirais un 42-31. Ça fait 9 points. C'est ça. Pardon, non, ça fait 11 points ça. Un 42-33. Voilà, je me prédis un petit score, un 42-33 pour Alabama. 9 points d'écart. Très bien, donc ça penche plus du côté Bama dans l'équipe. Eh bien, c'est ce qu'on saura mardi matin. Voilà, donc encore une fois, dans la nuit de lundi à mardi, 2h du matin, n'hésitez pas, si c'est possible pour vous en tout cas. On sera en live tweet, évidemment. Oui. Autant le dire, on sera en live tweet, on sera à 6 en train de, certainement en Skype, et on sera là pour live tweet. Alors moi, tout à fait honnête, je vais la regarder en différé, mais je vais me couper de toute communication. Oui, je suis désolé. Comment ça, tu travailles? Faut pas faire briser des mythes, mais oui, je travaille et malheureusement, je peux pas empiéter sur mon sommeil actuellement. Je suis désolé, mais voilà, la passion a ses limites Baptiste, on est ensemble. Hein. Moi, j'ai un partiel à 8h le lendemain. Ah, c'est beau d'être étudiant, mais tu sais, nous autres vieillards, on est sur d'autres considérations. Mais dors au travail. Quel est ce comportement, Baptiste? Je suis désolé d'être professionnel, mais promis, je vais être dans les mêmes conditions qu'en direct. Alors probablement moins fatigué et avec moins d'alcool dans le sang, mais je vais suivre ça de la même façon. Ouais, et ben écoute, on t'enverra le score sur tous tes réseaux. Si jamais il y a un réseau. Par courrier. L'année dernière, justement, j'avais pas regardé la finale, enfin, j'avais pas regardé le dernier quart-temps parce que je devais passer un examen pareil à 8h du matin. Et je devais m'être présent pour 7h45, un truc comme ça. J'avais pas regardé le résultat, j'avais pas regardé le dernier quart-temps. Et je me suis fait spoiler sur LinkedIn. Donc voilà, n'allez pas sur LinkedIn le lendemain, je me suis fait spoiler sur ça. Le piège. De tous les réseaux, ça va être celui le moins susceptible de me spoiler. Et non. Non, voilà. Mais moi, c'était pour la fois où Bama, où Clemson, il y a 2 ans, quand Clemson avait éclaté Alabama, j'avais tout coupé, j'avais posé mon portable, etc. Et je sais pas, j'avais tapé ESPN.com sur mon truc d'une façon un peu. Je sais pas pourquoi, pour checker un truc, et là, en machinal, gros, le résultat qui arrive en gros, je dis bon, zut. Ça arrive. Gros match quand même, ce Alabama-Clemson avec et aussi, ouais, c'était fou. Quelle idée de mettre les finales un lundi soir, enfin. N'importe quoi. Quelle idée. L'année dernière, c'était déjà un lundi. Je pense je crois. Historiquement, c'est toujours un lundi. Historiquement, c'est un lundi. En fait, le problème, c'est que comme il y a les. On est un samedi soir, vous voyez bien qu'il y a la NFL qui joue. College football est au-dessus, vous savez, le petit emoji là, petit signe. Bien sûr, mais malheureusement, dans les faits, le lundi, on sait que par exemple, de playoff, au moins, il n'y a pas de NFL, quoi. Mais il y a d'ailleurs, on pourra en reparler du futur du college football, mais c'est vrai que c'était des remarques qui ressortaient pas mal en disant, mais pourquoi la finale, c'est un lundi, quoi. C'est le samedi, le jour du college football, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Ça sera parmi les débats de la off-season. D'ailleurs, restez là. On n'est pas parti. On n'est pas parti, clairement. C'est pas parce que ça se termine que c'est fini. Ils veulent faire comme le Monday Night Football, je pense, du prime time. Enfin bref. En tout cas, on se retrouvera pour la review de ce match. On connaîtra tous
les vainqueurs. Et puis voilà, comme d'habitude, on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à aller suivre une nouvelle fois notre interview avec Israël Moukouamou. Hein. Voilà, ça nous a fait plaisir de vous le sortir. Ça a pas mal fonctionné. Donc c'était cool. Merci à vous surtout pour tout ça. Et puis, on se dit dans une semaine, non, un petit peu moins quand même, à jeudi. Bon, ouais, hein, on fera la review rapidement. Voilà. Allez, gros bisous tout le monde. Merci de nous avoir écoutés.